Alors, on va d'abord donner la parole à Christophe Bouillon, que je voyais très attentif aux échanges qu'on avait. Alors, on sait le rôle qu'a eu la PVF, l'Association des petites villes de France, hein, dans ce programme, que vous avez toujours comme aiguillon aussi, et la nécessité pour vous aussi de mieux comprendre quels sont les besoins de vos collègues maires. Oui, d'abord, merci de cette initiative. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on se retrouve, mais la première fois qu'on se retrouve en présentiel, ce qui fait aussi la vivacité, la qualité des échanges depuis ce matin. C'est vrai que ce projet Petite Ville de demain, on en a rêvé et vous l'avez fait, mais le but aujourd'hui de notre mobilisation collective, c'est de faire en sorte que ce rêve soit un rêve éveillé. Et pour que ce soit un rêve éveillé, il faut en effet une mobilisation collective pour faire avancer les projets et chaque mot compte. La mobilisation, c'est celle des différents partenaires. Ils sont présents durant toutes ces journées et ils doivent, chacun d'entre eux, à partir d'une sorte de boîte à outils dont ils disposent, eh bien, mettre ces outils à disposition des élus, des chefs de projet pour faire avancer l'ensemble des projets qui fourmillent. On en a eu des beaux exemples ce matin, mais il y a quand même à travers les 1600 petites villes de demain, je crois, un bel exemple aussi de ce qui se fait de plus positif à travers les territoires. C'est souvent à la mode de dire que tout va mal. On a quand même, moi je trouve, et on ne le dit pas suffisamment, quand on regarde la nature des projets, quand on regarde la mobilisation des élus et de leurs équipes, eh bien, de quoi dire que ça avance du côté des petites villes en France, et je crois que c'est une excellente chose. Pourquoi il y a besoin d'avoir l'ensemble de ces partenaires, des différents outils? Parce que tout simplement, le constat qui a motivé la mise en avant, la mise en perspective de Petites Villes de demain, c'est d'abord de la vulnérabilité. On a observé dans certains territoires, ça a été dit aussi, parfois une vacance plus importante, vacance commerciale plus importante que dans d'autres territoires. On a pu observer aussi des difficultés en termes d'habitat, d'attractivité. Et donc il fallait forcément avoir une approche qui soit une approche transversale. Ou pour le dire autrement, et je sais que Madame la Ministre Jacqueline affectionne cette idée, et je la rejoins, faire du sur-mesure. C'est-à-dire partir de la réalité d'abord vécue par l'ensemble des villes et ensuite faire en sorte à ce qu'on puisse leur mettre les bons outils pour travailler en effet les différents enjeux qu'ils observent à l'échelle de leur territoire. On voit que ça avance, on voit que le volet ingénierie par la création des postes de chefs de projet, par demain il faut le souhaiter aussi des managers de centre-ville, par aussi la mise en perspective aussi d'autres concours qui sont nécessaires. Et d'ailleurs, en termes d'ingénierie, et je trouve que c'est aussi un point positif, et c'est ce que peut apporter aussi l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est la mise à disposition piocher dans les différents services de l'État, hein, chère Caroline, de la meilleure expertise. Et je crois que c'est ça qui est aussi utile quelque part, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins à l'échelle de nos territoires, et on a parfois besoin d'un spécialiste qui n'est pas forcément en région, qui se trouve peut-être très très loin de nous, mais qui peut être mobilisé quelques jours sous forme d'audit, sous forme d'un apport d'expertise très pointu, pour nous aider à avancer un peu plus vite. Ça, je crois que c'est aussi un élément important. Et ça, c'est cet élément qui a déjà été souligné au cours de la matinée, d'un effet réseau, petite ville de demain. Jacqueline Gouraud parlait du club aussi, hein, et donc le fait aussi de savoir quelles sont les bonnes énergies à mobiliser et les bonnes expertises à mobiliser. Parmi les sujets qu'on a évoqués, dans la dernière séquence, Brigitte Bourguignon, on parlait de l'habitat, et donc de la nécessité aussi de faire de l'intergénérationnel. On a dit souvent que les petites villes étaient vieillissantes, avec une adaptation du patrimoine bâti de centre-ville qui n'est pas toujours la meilleure. Comment aujourd'hui vous prenez ce projet? Vous souhaitez peut-être aller au pupitre, hein, je crois. Alors allez-y. Merci, Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, chère Jacqueline. Pardon, ça ne marche pas ce truc. Monsieur l'administrateur général du CNAM, d'abord merci pour votre accueil dans ces beaux lieux. Monsieur le Président de l'Association des petites villes de France, cher Christophe, Madame la Présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires, chère Caroline Cayeux, Mesdames
et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, je suis très heureuse d'être avec vous. Vous l'avez dit, Petite Ville de demain, ce n'est pas simplement un programme gouvernemental, c'est ni même un label, c'est une offre de service, une aide au projet, un levier pour le développement pour faire face aux enjeux qu'affrontent les élus des bourgs-centres, patrimoine, commerce, aménagement urbain, mais aussi vieillissement. Aujourd'hui, notre population compte 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Elles seront 20 millions dès 2030. Nous sommes entrés donc dans une société de longévité et avec elle, c'est un choc démographique d'une ampleur inédite qui se profile et c'est tant mieux. Cette transition démographique pose de nombreux défis toutefois, tant pour l'aménagement urbain, la mobilité, le logement, en particulier dans les territoires ruraux que je connais bien. Si le vieillissement de la population française est inévitable, nous avons collectivement les ressources nécessaires pour le préparer et inventer les réponses aux défis d'habiter autrement. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que les Français, et particulièrement les personnes en perte d'autonomie, pour qui la question se pose de manière plus aiguë, veulent, dans une très grande majorité, rester chez eux. Encore faut-il avoir un habitat ouvert sur l'extérieur, un accès aux soins, au commerce de proximité ou encore un réseau de transport qui fonctionne. Cela implique l'engagement d'une réflexion à l'échelle des bassins de vie qui conduit à décompartimenter les politiques publiques, avec pour objectif la garantie que l'offre des services culturels, sportifs, mobilité, logement permet à tout à chacun de trouver sa place dans la société, quel que soit son âge. Le vieillissement, ce n'est donc pas seulement la perte d'autonomie, et l'EHPAD, c'est accueillir et faciliter la vie des seniors actifs qui peuvent, pendant 20 à 30 ans, contribuer à la vitalité d'une commune. Je vais peut-être retirer ça. J'ai le droit ? Ça sera mieux, oui. Ah ouais, merci. Ça me soulage, vous savez. Bon. Donc la vitalité d'une commune, je sais à quoi elle est due aussi par endroits, son urbanisme, ses commerces, ses services, ses associations, ses artisans surtout. En cela, c'est de l'emploi, des familles qui viennent s'installer et qui inscrivent leurs enfants à l'école, des animations qui vivent grâce à elles. Beaucoup de maires l'ont compris déjà, les seniors sont un or gris qu'il faut cultiver, une source de développement local. Nous avons à repenser nos quartiers, nos territoires ruraux, pour le transformer en lieu de vie adapté à la transition démographique, à la société de longévité dans laquelle nous sommes entrés déjà de plein pied. Les petites villes de demain sont les territoires de nombreux projets qui témoignent de la vivacité et de la force d'innovation des collectifs locaux à l'image de Xertigny, dans les Vosges. Le soutien à l'autonomie demande à l'ensemble des acteurs concernés de mener une approche intégrée du vieillissement de la population, tant dans l'environnement social, territorial que dans l'environnement bâti. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous travaillez et qui est au cœur de nos préoccupations. Vos communes sont directement concernées par l'enjeu de diversification et d'amélioration de l'offre de logement, afin de l'adapter évidemment au vieillissement, de logements dits inclusifs. À Keck, dans le Pas-de-Calais, j'ai inauguré un béguinage. Dans les Yvelines, Suzanne et Amélia vivent dans une colocation intergénérationnelle. Dans le Nord, j'ai vu des maisons partagées qui accueillent des jeunes et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Personne n'aurait pu y songer il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les initiatives ne manquent pas. Mais forger de nouvelles solutions pour habiter autrement en cœur de ville suppose de disposer des ressources d'ingénierie, de financement innovant, d'identification des modèles économiques qui sont souvent complexes. Je suis convaincue que les solutions nouvelles d'habitat doivent émerger de politiques partenariales, engageant des coalitions d'acteurs publics, associatifs, privés, mais aussi de la consultation des personnes concernées vivant dans les territoires en question. C'est notamment l'enjeu de l'appel à manifestation d'intérêt, bien vieillir, dans les petites villes de demain, que nous lançons aujourd'hui avec Jacqueline Gouraud, qui permettra de mieux accompagner les porteurs de projets d'habitat inclusif. Je suis très sensible à cette question parce que je vois beaucoup de projets émerger,
beaucoup d'idées nouvelles arrivées sur les territoires, parfois qui manquent de conseils, d'ingénierie et de concertation. Et donc, je pense que ça peut être une des solutions. Parmi les différentes formes de logement alternatif, l'habitat inclusif mérite qu'on s'y attache tout particulièrement. L'habitat accompagné, partagé, inséré dans la vie locale, il est destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui font le choix. À titre de résidence partagée, de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé entre elles et avec d'autres personnes. L'objectif de la fabrique à projet Bien Vieillir est de soutenir l'émergence et la concrétisation de solutions d'habitat senior, inclusives ou innovantes en cœur de ville, intégrées au projet de revitalisation des communes petites villes de demain. La mobilisation des acteurs locaux, en particulier des communes, des intercommunalités, est évidemment indispensable pour permettre l'apparition de conditions propices à l'accompagnement et au développement de ces projets. Financée par la Banque des Territoires, la CNSA et l'ANCT, une ingénierie booster, permettez-moi cet anglicisme, je dirais un accélérateur de projet, c'est pas plus mal, d'ingénierie en tout cas, sera proposée dès l'entrée dans la fabrique et les opportunités foncières seront publiées au sein d'un catalogue national. Cette aide sera complétée en fonction de la maturité et des besoins du projet d'un appui sur mesure piloté au niveau local. Ce sont ainsi 500 opérations d'habitat inclusif en cœur de ville qui seront soutenues jusqu'en 2026. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le plan d'action interministériel de développement de l'habitat inclusif que je mène avec mes collègues Jacqueline Gourault, Emmanuel Vargon et Sophie Cluzel. À travers les départements, les ARS, nous apportons un soutien financier pour animer et coordonner la vie sociale et partager dans ces habitats inclusifs. Pour l'année 2022, 45 millions d'euros seront mobilisés sur l'ensemble du territoire national pour l'aide à la vie partagée, le forfait habitat inclusif. D'autre part, les crédits du Ségur de la santé permettront un soutien en investissement dans un objectif de diversification des solutions d'accueil des personnes âgées. 155 millions vont être dédiés à la création de nouveaux logements en habitat intermédiaire, en particulier les résidences autonomie, les habitats inclusifs et la rénovation de l'offre existante en résidence autonomie. Je reviendrai vers vous pour vous présenter d'ici la fin de l'année ce lien avec le réseau francophone Ville Amis des aînés. D'autres initiatives pourront être accélérées, les projets locaux d'accompagnement de la transition démographique. Soyons assurés que nous souhaitons continuer en étroite collaboration avec vous, bien sûr, à faire émerger une nouvelle manière d'habiter et d'accompagner le soutien à l'autonomie, de bâtir une société dans laquelle on écoute, on prend en compte la parole des personnes âgées et leurs souhaits, une société qui permet d'encourager, de valoriser les projets innovants, de proximité, avec vous toutes et tous ici réunis, qui incarnez si bien ce que nous souhaitons voir développer demain. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de vos collectivités dans cette démarche ambitieuse. J'en rencontre 3 fois par semaine au moins dans des départements différents, innovantes, porteuses de nouveaux modèles d'habitat. Vous êtes l'avenir. Merci. Merci Brigitte Bourguignon. Merci Madame la Ministre. Bon alors Jacqueline Gourault, la boîte à outils s'enrichit. Là, on vient d'apprendre cette fabrique à projet Bien Vieillir. Peut-être là aussi ce point du vieillissement de la population à prendre en compte qui était prioritaire. Pendant que vous répondez, je vous signale qu'on va prendre des échanges. Cette journée est vraiment la vôtre, cette rencontre est la vôtre. Donc si vous souhaitez poser des questions, intervenir, témoigner, voilà, comme tout à l'heure, les micros se baladent. Madame la Ministre. Non, je voulais remercier Brigitte Bourguignon de son exposé qu'elle vient de faire et des annonces aussi qu'elle vient de faire financières qui partent bien sûr de son ministère. C'est très important. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter, d'inaugurer ces nouveaux modes d'accueil des personnes âgées. Par exemple,
prenons un Anglette dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai inauguré un immeuble qui est un immeuble d'accession à la propriété où il y a des gens qui achètent de toute génération des appartements. Et puis il y a dans l'immeuble un étage qui est complètement réservé pour à la fois des personnes âgées valides, bien évidemment, et des jeunes étudiants. C'est très intéressant et c'est des systèmes qui fonctionnent. Dans mon département aussi, le Loir-et-Cher, j'ai eu l'occasion d'inaugurer déjà, grâce à un organisme qui est de Bourgogne-Franche-Comté et qui est spécialisé dans des modules de petites maisons partagées. Et là aussi, j'ai visité, ça fonctionne, et les gens sont très heureux, bien sûr, de cette vie partagée avec la permanence d'aidants qui sont là et qui habitent à l'étage et qui sont là 24 heures sur 24. Il y a donc plein de formules, comme tu l'as dit il y a quelques instants. Il n'y a pas une formule, on s'adapte aussi à la réalité des besoins et des territoires. Je crois que c'est une chance formidable pour le réseau des petites villes de demain, car nous savons tous, bien sûr, que nous avons une population vieillissante et que c'est très triste quand on voit les populations, les personnes être obligées de partir de leur territoire. Donc je pense qu'apporter une réponse concrète avec Petites Villes de demain, c'est une très belle chose. Et puis la méthode, donc un appel à manifestation d'intérêt, vous nous dites 500 opérations à soutenir et aussi des initiatives pour justement faire alors du sur-mesure, mais aussi innover et inventer de nouvelles façons d'être en meilleure réponse aux problèmes du vieillissement et de l'autonomie. Alors sur ces sujets, comme ceux qu'on a évoqués précédemment, patrimoine ou commerce, ou sur la méthode, voilà, une première main qui s'était levée tout à l'heure, monsieur, et vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Jean-Claude Scoupe, je n'interviens pas au titre de ma commune, mais au titre d'un EPCI, le Pays Fort Sancerrois-Val de Loire. 36 communes, 19 000 habitants, 25 communes de moins de 500 habitants. Et nous sommes bien conscients, nous perdons de la population depuis plusieurs années dans le Cher, 0,2% par année de façon extrêmement forte. Et comme disait la collègue de Plombières tout à l'heure, nous ne voulons plus en perdre. Nous arc-boutons, on a signé Petite Ville de demain pour Sancerre, ce n'est que 1350 habitants. Mais comment attirer ou maintenir la population quand dans notre territoire, il n'y aura plus au 1er janvier 2022 que 5 médecins, que nous allons fermer 3 services à l'hôpital de Sancerre, que lorsqu'on se retourne vers l'ARS, ils nous regardent désespérés en nous disant « je ne peux rien faire pour vous », qu'on nous dit « tournez-vous vers la médecine salariée » et que quand on propose un salaire de 10 000 € net par mois, plus le logement sur 3 ans, on a 0 candidat. Alors oui, l'or gris est là. Oui, on veut maintenir nos populations, mais ils ne resteront pas. On ne pourra pas faire du logement inclusif. On ne pourra pas maintenir la dynamique s'il n'y a pas de médecins. D'autres prises de parole? Oui, monsieur, le micro est juste devant vous. Voilà, si vous l'avez. Pratique. Bonjour, je m'appelle Michel Cantal-Dupart, je suis urbaniste. Et je travaille beaucoup sur les petits territoires. Et il y a quelque chose, on parle beaucoup du patrimoine, et on a souvent une vision, disons que chaque commune a une richesse, ça a été dit, chaque commune a des atouts, et comment les révéler. Et c'est très complexe. Parce qu'on attend, bien évidemment, là aujourd'hui, il y a des aides de l'État, il y a beaucoup d'aides, mais comment bien les placer? Comment les disposer de telle façon qu'on soit capable de relancer un système économique dans des petits territoires? Moi, il y a beaucoup de maires ici, et je ne voudrais pas qu'ils me prennent en grippe, mais la vérité sur ces petits territoires, c'est souvent la société civile. Et c'est souvent une société civile vieillissante,
qui parle d'un passé, parle qu'est-ce que c'était bien avant, et on a beaucoup de peine, énormément de peine à leur dire mais ça peut être bien après. Et c'est là, il y a un vrai travail pluridisciplinaire. Vous avez des chefs de projet que vous allez former, c'est à ça qu'il faut les former, à une certaine pluridisciplinarité, à une ouverture d'esprit, s'ils sont souvent architectes ou urbanistes ou paysagistes, qu'ils apprennent un peu à être sociologues et comprendre un peu et participer d'une vie locale d'une façon ou d'une autre. Transmettre est un message énorme. Merci du message que vous-même vous transmettez ce matin. Alors, y a-t-il d'autres... Oui, bonjour. Oui, allez-y. Natalia Jankowska, je suis chef de projet dans la communauté de communes dans la Manche, de Granville-Terre-et-Mer. Et j'ai vraiment le plaisir d'accompagner 3 communes, Bréal, La Haye-Penel et Granville. Donc 3 contextes très différents, avec vraiment des opportunités, des chances de travailler sur l'intergénérationnel, le maintien des personnes qui vont perdre la mobilité et une chance d'avoir des maires, des élus qui sont moteurs et qui veulent qu'on base le projet sur ça, en fait. Le départ des projets urbains ou des opérations mixtes. Donc à Granville, d'une manière encore différente, dans une commune plus rurale encore plus différente. Donc on a compris que c'était une ressource. Et, voilà, moi, je suis architecte urbaniste de formation, maîtrise d'œuvre urbaine, maîtrise d'ouvrage urbaine, AMO. Donc l'habitat, voilà, je suis formée à faire de l'habitat. Et maintenant, j'ai vraiment envie... En plus des lectures que j'ai commencé moi-même depuis quelques années, des voyages d'études que je fais sur mon temps personnel, en faveur d'apprentissage sur l'habitat inclusif, les résidences d'autonomie, enfin le vieillir ensemble, j'aimerais savoir aujourd'hui, découvrir dans l'idéal quels sont les dispositifs, les outils de formation par exemple, ou des partenaires auprès desquels je peux encore plus me former. Voilà, dans le dispositif Petite Ville de demain, comment je peux me professionnaliser dans l'inclusif en plus de l'habitat. Voilà. Donc je suis très très preneuse et puis des expériences d'autres collègues chefs de projet. Mais voilà, on a une chance que les élus soient demandeurs et j'ai envie de répondre à leurs attentes. Voilà. Merci de vos souhaits. Alors, on va en prendre une dernière prise de parole. Voilà, c'est à vous. Oui, bonjour, donc toujours Claire Deblic, comité d'agglomération de Privas-Centre-Ardèche. Tout à l'heure, je suis intervenue sur une problématique. Là, je voulais plutôt une solution. Je suis extrêmement contente d'entendre sur cet appel à manifestation d'intérêt bien vieillir dans les petites villes de demain. J'aimerais savoir si l'habitat participatif fait partie possiblement de ce qui peut être couvert, puisque on le sait, la perte d'autonomie, elle est drastiquement accélérée quand les personnes un peu plus âgées se retrouvent isolées, notamment avec la perte de conjoint. Et l'habitat participatif, c'est aussi une super réponse, notamment à la lutte contre l'étalement urbain, parce qu'il y a des parties mutualisées, l'éco-conception également, et puis évidemment tout ce qui est lien social et convivialité. Est-ce que ça peut être concerné par cet appel à manifestation d'intérêt? Et merci encore. Bon, alors on va commencer par les questions qui portent sur la proposition que vous avez faite ce matin et ces premières décisions qu'il va falloir faire vivre avec des chefs de projet dans la Manche qui disent « moi ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller » et puis est-ce qu'on peut inventer et utiliser des outils tels que ceux qu'on évoquait à l'instant? On est clairement en train de bâtir des solutions innovantes d'habitat dit intermédiaire entre... ce qu'on appelait avant uniquement le domicile, dans lequel vous avez toujours vécu, et la solution du tout EHPAD, dans lesquels beaucoup nous projetaient dans cette feuille de route sur le grand âge et l'autonomie. Alors évidemment, quand on ne l'envisage qu'à travers cette solution binaire, on imagine des chiffres astronomiques sur ce qu'il faudrait comme place future, puisque nous sommes dans une société de longévité. Force est de constater que si on aborde vraiment de manière volontariste le virage domiciliaire, et ça commence par l'habitat. Et donc, il faut qu'on construise ces solutions intermédiaires. Et toutes les solutions qui nous parviendront et innovantes seront vues, évidemment. Il y a aussi ce qu'on construira avec le ministère du Logement sur l'adaptation du logement dans lequel vous avez toujours vécu.
Ça, c'est très important aussi. Il y aura probablement ce qu'on a connu avec la prime Rénov', ça pourrait être la prime Adapt aussi. Ce sera en fin d'année. Le Premier ministre nous a demandé des solutions là-dessus et nous y travaillons. Sur les formations, je crois que Jacqueline y répondra, mais oui, on peut très bien avoir aussi ces formations sur ce qu'on souhaite d'un territoire. Et je rejoins ce que vous disiez, monsieur, sur la sociologie qu'il y a dans tout ça, finalement, dans cette... D'abord... dans cette prise de conscience collective qu'il faut qu'on construise maintenant pour les personnes et pour les garder dans nos territoires, et qu'il faut qu'on construise par contre des solutions où les citoyens ont leur mot à dire. J'évoquais tout à l'heure un béguinage, il a été construit avec des citoyens qui ont participé complètement au projet et même qui ont fait un conseil citoyen de leur propre béguinage. Voilà vers quoi on doit tendre, parce qu'autant sur le handicap, et c'est tant mieux, il y a eu du militantisme, de la construction de corporations et de gens qui défendent le sujet. Autant sur le grand âge, ça n'existe pas, parce que c'est diffus, c'est varié, c'est pas partout pareil. Et donc, bien sûr que dans tout ce qu'on verra dans les manifestations d'intérêt des projets déposés et les solutions qu'on nous proposera, nous l'étudierons, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est les solutions de demain qu'on est en train de construire. Et quant à la désertification médicale, monsieur, évidemment, moi je la déplore aussi dans mon territoire, croyez-le, et on se bat, et ça fait 8 ans. Votre territoire étant le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, mais parce qu'on l'imagine toujours très dense, or, nous avons 700 communes rurales sur 900. Et le territoire dans lequel moi je suis élue, il y en a 165 en dessous de 5000 habitants et voire beaucoup à 130, 300, 400 habitants, pas plus. Donc vous imaginez bien qu'il y a effectivement des endroits. Personne n'a la solution, elle est dentelée. Mais le problème, c'est le cœur de métier lui-même. Vous avez beau aller voir les étudiants aujourd'hui, c'est plus la même culture et c'est pas la médecine générale qui les intéresse. Donc, moi, je suis résolument optimiste. C'est en train de bouger. C'est en train de bouger parce que on refait des stages de médecine générale depuis 4-5 ans. On a des outils attractifs sur les territoires, des belles maisons de santé qui se sont déployées maintenant dans les quelques années auparavant et qui vont produire leurs effets. On a des médecins actuels qui commencent à se dire « oui, je dois être maître de stage pour faire en sorte que les stagiaires restent chez moi ». Donc il y a des choses qui sont en train de se construire et ce qu'on se dit depuis ce matin, les petites villes de demain seront les attractions de demain aussi. Donc moi j'y crois. Voilà. Alors Jacqueline Gouraud, bien sûr, l'attractivité, elle passe par la santé et puis par tout cet écosystème, ce système au bien vieillir en santé, mais aussi développer le commerce, renforcer l'attractivité par le patrimoine, adapter l'habitat, tout ce grand mouvement, cette dynamique qui a été créée il y a 1 an autour du programme. Oui, je reviens sur le sujet qu'a posé l'élu de Sancerre. Bien évidemment, les problèmes de santé, c'est le numéro 1 de tous les territoires en France. C'est comme cela, on est dans une situation avec une démographie médicale très insuffisante, etc. Alors, peut-être, je ne veux pas refaire l'histoire, mais rappeler une chose, c'est que dans les années 70, s'est développée une idée très simple, c'était de dire on va fabriquer, entre guillemets, moins de médecins, comme ça on aura moins de dépenses de santé. C'était une idée, je vous assure, qui a présidé au fait d'instaurer des limites dans le nombre de médecins qui étaient formés dans les différentes universités et puis les hôpitaux. Je rappelle, monsieur, bien sûr, ça n'apporte pas des solutions immédiates, mais que nous avons inversé, si je puis dire, cette tendance en supprimant ce qu'on appelait justement le numerus clausus. Et que déjà cette année, nous avons 800 étudiants en médecine supplémentaires sortis des universités. Alors évidemment, on sait que ça ne produit pas immédiatement, puisqu'il faut au minimum 10 ans pour faire un médecin. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que nous essayons, bien sûr, et nous voulons inverser la tendance. Alors après, il y a un deuxième sujet qui a été évoqué par Brigitte. Il y a une histoire aussi d'évolution culturelle des médecins et des jeunes qui sortent de l'université. Et c'est vrai qu'il faut trouver des solutions
pour essayer de rendre nos territoires plus ruraux, nos petites villes, attractifs. Alors, il y a plein de solutions qui sont envisagées, et notamment dans la loi 4D qui va être discutée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'Assemblée nationale au mois de décembre. Nous allons permettre, alors je dis permettre parce que ça s'est fait déjà, notamment des départements qui embauchent des médecins et qui, comme vous le disiez, s'installent sur les territoires. C'est une expérience qui a été lancée notamment en Saône-et-Loire par le président du conseil départemental, qui marche bien. Et ce sont des contrats de 3 ans avec des jeunes qu'on aide à s'installer. Et au bout de 3 ans, eh bien, on arrête le fait de les salarier, mais on espère qu'un certain nombre d'entre eux vont s'installer dans le territoire. Et ça marche en Saône-et-Loire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ailleurs. Donc nous légalisons ça dans la loi 4D. Et puis, bien sûr, il y a, comme tu l'as dit Brigitte tout à l'heure, le tutorat, qui est une histoire qui marche bien. Il faut trouver, je crois qu'il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions. Mais en tout cas, ce qui n'est pas normal, c'est qu'un ARS vous dise qu'il ne puisse pas vous aider. Ça, c'est pas normal, puisqu'il y a dans la vie toujours un État qui peut accompagner, c'est ce que j'ai dit ce matin. On ne peut pas, envisager qu'un représentant du ministère de la Santé ait cette phrase vis-à-vis d'un élu. Qu'il dise que c'est difficile d'apporter les médecins, mais on ne peut pas, si vous voulez, ne pas apporter, au fond, un accompagnement, une aide, etc. Donc nous sommes très mobilisés. J'étais avec le Premier ministre encore samedi dans la Mayenne, qui, là aussi, a beaucoup de problèmes de présence médicale sur les territoires. Et nous essayons de trouver des solutions et parfois aussi des manques de spécialistes dans les hôpitaux de province et notamment des urgentistes. Nous avons une médecine qui a besoin d'être énormément soutenue. C'est ce que nous faisons avec le Ségur de la santé, mais nous savons qu'il y aura encore quelques années difficiles. Caroline Cayeux, alors on a vu aussi la nécessité d'avoir une vue globale de tout cela. Quand on parle santé, on parle attractivité et on dit aussi quel aménagement urbain pour faciliter la vie des aînés dans la ville, dans ces centres-villes. Tout cela fait système. Tout cela fait système et tout cela fait aussi partenariat. Et c'est le rôle aussi, et je voudrais saluer la présidence de Petite Ville de Christophe Bouillon, parce que c'est avec les associations aussi qu'on peut tisser un certain nombre de partenariats qui nous permettent de travailler, j'allais dire, en cousu main, comme on a dit tout à l'heure. Et c'est grâce à vos, propositions que nous pouvons avoir ces actions transversales aux côtés de l'Agence de cohésion des territoires. Donc moi, je voudrais te remercier, Christophe, parce que cette association est particulièrement active à nos côtés, aux côtés de l'agence. Je voudrais saluer aussi évidemment les propositions faites par Madame la ministre, Madame Bourguignon, parce que ça nous permet, aux côtés de Jacqueline Gouraud, d'avoir des solutions qui sont les plus adaptées possibles à chaque territoire. Il ne se passe pas la même chose à Barentin qu'il se passe ailleurs, et je crois que c'est ça la chance de l'opportunité de ce programme, c'est de coller à la réalité du terrain, et donc c'est grâce aux propositions des associations d'élus que nous pouvons être le plus performants. Donc ça, je tenais à le dire, parce qu'en fait, ce sont des programmes qui sont transversaux. On est ici au CNAM, là aussi il y a des programmes qui permettent à nos citoyens de se former sur des offres d'emploi dont les formations n'existent pas sur nos territoires. Et ça aussi, je crois que c'est extrêmement important d'avoir ce partenariat-là en particulier. Quand Jacqueline Gouraud évoquait tout à l'heure l'ARS, je pensais aux dernières assises des petites villes de France, où il y avait le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine qui a dit « mais
le principal frein pour faire venir un généraliste dans une commune, c'est son compagnon ou sa compagne. Il faut qu'il y ait de l'attractivité. Et cet après-midi, on aura, Christophe Bouillon, une table ronde sur justement le développement économique, l'industrie, tout ce qui va renforcer l'attractivité, comme on aura aussi une autre table ronde sur bâtir la ville sur la ville, et on est bien sur l'adaptation du logement. Voilà donc comment se continuera cet après-midi notre rencontre nationale avec la présentation à 14h30 du baromètre. Et vous verrez ce qu'attendent les habitants. Merci, mesdames les ministres. Un mot de conclusion de cette matinée, Jacqueline Gouraud. Oui, peut-être passer 2 ou 3 messages. Tout à l'heure, il a été question dans la salle du lien entre les communes et l'intercommunalité. Je crois que c'est très important. Et tout à l'heure, la chef de projet de la Manche... Granville. De Granville, où j'étais... Alors, je ne suis pas allée à Granville, mais j'étais dans la Manche vendredi, dans d'autres petites villes de demain. La Manche est un vrai maillage de petites villes, et ce programme est donc très important. Mais, évidemment, quand vous avez plusieurs petites villes de demain dans une intercommunalité, et même s'il n'y en a pas plusieurs, c'est très important, bien évidemment, que les liens entre les communes et l'intercommunalité soient forts. Vous avez des outils qui ne peuvent se concevoir qu'à l'échelle de l'intercommunalité, notamment, par exemple, les ORT. Ça a un vrai sens si c'est conçu à l'échelle d'une intercommunalité. Alors, je sais bien, je connais la vraie vie, je sais que les intercommunalités fonctionnent avec plus ou moins de fluidité, mais dans l'intérêt général et dans l'intérêt des territoires, je pense qu'il faut faire tout ce qu'il faut faire pour travailler en symbiose à l'intérieur d'une intercommunalité. D'ailleurs, parfois, les intercommunalités prennent en charge le complément de financement des chefs de projet, et il est évident que c'est une bonne chose, bien sûr, que cette vision intercommunale. Deuxième chose, je voudrais remercier tous les partenaires, parce que c'est très important, leur rôle. Bien sûr, je ne vais pas les citer, parce qu'autrement je vais en oublier un, ça va être catastrophique, mais ils vont se reconnaître, et leur rôle est absolument fondamental. Et puis, troisièmement, je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous faire remonter des idées, des propositions, car comme je l'ai dit tout à l'heure, Petite Ville de demain, c'est une politique vivante que l'on peut adapter. Et bien évidemment, pour répondre toujours à la jeune femme qui est chef de projet, je l'ai dit dans mon introduction, mais comme dans Action Cœur de Ville, ce qui marche, c'est les partages de compétences et la formation des animateurs. Nous avons une autre politique qui fonctionne très bien, c'est France Service. Vous connaissez France Service, il y en a beaucoup dans les petites villes de demain. Là aussi, les personnes qui sont à l'accueil des France Service ont une formation continue permanente. Toutes ces politiques publiques, elles marchent si, bien sûr, tous les animateurs, formateurs, conseillers divers et variés sont formés en permanence et dans un ensemble qui échange et qui fait du partage de bonnes pratiques. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci, mesdames. Merci.